Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Hub Conférence. Alors, comment inciter les entreprises et plus largement le monde économique à agir en faveur de l'environnement? C'est justement le thème que nous avons exploré dans le prochain magazine Mouvement Hub 5 qui sort dans quelques jours et qui est déjà disponible en pré-vente. Et c'est aussi le sujet de cette conférence puisque nous allons parler des nouveaux militantismes qui ont pour objectif de transformer l'entreprise pour l'amener justement à jouer son rôle pleinement dans la transition écologique et sociale. Et pour parler de ce sujet, nous avons deux invités ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Etienne. Bonjour Camille. Voilà, vous m'entendez. Bonjour. Voilà, avec le micro, Maxime aussi. Bonsoir, du coup. Ouais. Bonsoir. Et donc, alors, Camille Etienne, vous êtes étudiante à Sciences Po, porte-parole du mouvement pour le climat On est prêt, lancé en 2018. Et vous êtes aussi artiste au sein du collectif Pensée sauvage, autrice de ce slam en forme de plaidoyer pour un monde plus durable qu'on a eu le plaisir de voir sur YouTube il y a encore quelques semaines. Donc, merci d'être avec nous. Maxime Blondeau, alors vous êtes enseignant à Sciences Po. Vous avez cofondé en 2020 le Printemps écologique. C'est la première fédération d'éco-syndicats de salariés en France. Et l'objectif, c'est justement d'amener les enjeux liés à la transition écologique dans le dialogue social. On va en reparler dans un instant. Bonjour Maxime et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, peut-être pour commencer ce sujet, avant d'entrer dans le vif du sujet, à vous qui êtes derrière vos écrans, sachez que vous pourrez poser vos questions si vous êtes sur Facebook ou via Zoom à nos invités tout au long de cette soirée. On va rester à peu près pendant 1 heure ensemble. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même depuis 2018, je crois, un mouvement au sein de la jeunesse, on a pu l'observer, une jeunesse qui a envie d'autre chose, qui a envie de travailler pour des entreprises qui respectent l'environnement et les humains, une jeunesse qui a envie de donner du sens à son travail. Vous, Camille, ça fait combien de temps que vous vous sentez un petit peu appelé justement à participer à ce mouvement, en tout cas, voilà. Comment tout a commencé pour vous par rapport à cet engagement que vous avez en faveur de la planète, quoi. Je pense que j'ai pas vraiment eu de déclic dans le sens où j'ai grandi dans un endroit, mais là, je peux pas vous montrer parce qu'il fait nuit, mais qui est très proche de la nature, enfin, qui est juste en fait on se lève et on a directement les glaciers en face de nous, donc en tout cas la montagne. Donc en fait je crois que j'ai eu un privilège, celui de grandir vraiment en plein milieu de la nature, et je me suis rendu compte en grandissant que c'était pas seulement une chance d'avoir cette éducation-là, mais que c'était un privilège, et que avec les privilèges viennent les responsabilités. Et c'est donc quand je suis arrivée à Paris où j'ai plus pris conscience que c'était nécessaire que je porte la voix, que j'utilise ces portes du pouvoir qu'on m'ouvrait. Enfin, que j'étais à Sciences Po Paris, et donc dans des grandes écoles, et donc j'avais autour de moi des gens qui plus tard allaient être des preneurs de décisions. J'étais déjà entourée de prendre des décisions aussi, parce qu'on a des professeurs qui sont par ailleurs des grands chefs d'entreprise, qui sont des politiques. Et donc j'avais cette responsabilité de porter cette parole. Je suis allée en Finlande en 3e année pour me former vraiment sur les questions plus scientifiques. Et en rentrant, c'est un peu là où je me suis dit, bon, bah ok, il va falloir commencer un petit peu à bouger. Mais voilà, ce que je voudrais rappeler, c'est que on a, en tant que cette jeunesse qui se lève, c'est aussi c'est une jeunesse qui est très privilégiée. Et quelque part, c'est pas forcément un mal en soi, parce que on a quand même 10% des plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Le dernier rapport d'Oxfam le montre bien. Et qu'en fait, en faisant partie de ces privilégiés, pour moi, on a une responsabilité supplémentaire. On peut se permettre de louper l'école parce que déjà on a accès à l'école. Donc, du coup, voilà, dire que ça a commencé un peu comme ça, mais que donc, du coup, maintenant, je me sens avoir la responsabilité de porter le plus long possible ces messages. Alors, et vous, Maxime, alors vous êtes enseignant. Le hasard fait que vous êtes tous les deux au même endroit, mais vous n'êtes pas forcément, Camille, je crois, l'élève de Maxime, que les choses soient bien claires dès le départ. Mais vous, Maxime, par rapport à cette jeunesse que vous voyez dans vos cours, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez pu observer justement qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer en profondeur? Oui, alors moi j'enseigne à des étudiants de master qui ont 22-23 ans depuis 5 ans, 6 ans. Je vois en effet une prise de conscience naître, se renforcer ou se raffermir, ça c'est sûr, en 5 ans.
Pas seulement sur les questions purement écologiques aussi, il y a le sujet technologique qui est très intéressant. On voit que les étudiants commencent vraiment à former des opinions sur les usages, sur le numérique. Donc de manière générale, il y a des nouveaux sujets comme ça qui émergent dans la jeunesse. Et l'écologie et la technologie, moi à titre personnel, je pense que ce sont deux sujets très liés d'ailleurs, sont des nouveaux champs sur lesquels la jeunesse s'engage. Ouais, ça, c'est assez clair. Alors, par rapport à votre activisme, Camille, l'idée, c'était quoi? C'est de se dire, je suis à Sciences Po, donc je suis au contact de ces chefs d'entreprise, ou en tout cas de ce secteur-là, de ce monde-là, et donc je vais essayer de les convaincre qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. C'était sur quel terrain vous avez commencé à justement à militer, en fait? Mon premier terrain, c'était quand même celui de l'agriculture, parce que j'ai grandi à côté d'un endroit où il y a simplement un fermier, et que donc, en fait, ce lien, pour moi, à l'alimentation était fondamental, et que on me disait souvent, mais ah, tu cuisines super bien, ou ça doit être super cher, t'achètes que des trucs. Et en fait, juste pour moi, ça a toujours été une part importante du budget de la famille. Je suis boursière par ailleurs, donc c'est pas qu'on gagnait des milliers des cents, mais juste parce que, c'est normal pour nous, en fait, ce que tu mets dans ton corps, c'est quand même un peu la base. Et aussi parce qu'il y a un respect derrière. Enfin, j'ai très conscience dès que je mange quelque chose, et encore pas assez, mais en tout cas, j'essaie de avoir conscience du fait que quand je mange quelque chose, derrière, il y a des gens qui l'ont produit, ça a un impact sur leur santé, parfois des gens du bout du monde, quand on voit ce qui se passe avec l'avocat, avec bref, d'autres choses, quinoa aussi d'ailleurs. Et ça a un impact aussi sur la terre, donc on voit bien quand on mange énormément de viande, en fait, ça a un impact sur l'environnement, et ça a un impact aussi sur notre propre santé. Donc en fait, c'est tout ça, et c'est un peu là où j'ai commencé à me dire, à creuser un peu là-dedans, et à me rendre compte qu'au-delà de juste mes choix individuels de nourriture, que c'était chouette, que je pouvais aussi donner envie aux autres d'agir. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'on était très vite confronté à des décisions politiques qui n'étaient pas à la hauteur sur ces sujets d'agriculture, qu'il y avait la PAC, qu'il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'en fait, ceux qui produisaient, ceux qui nous nourrissaient, donc qui étaient quand même en fait un peu pour moi, c'est le plus beau métier du monde d'être agriculteur à la base. C'est-à-dire que sans eux, on ne peut pas parler sur des plateaux télé, être journaliste, créer des syndicats, être artiste, on ne peut rien faire si on doit passer toutes nos journées à aller bêcher des pommes de terre. Donc, ces gens-là extrêmement importants n'étaient en fait pas du tout respectés par la population, par les décideurs politiques, et donc aussi avaient tout un tas d'impacts environnemental par ailleurs. Donc c'est un peu, je crois, ma première porte d'entrée où j'ai commencé à parler publiquement. C'était avec un TEDx qui retraçait cette histoire de la révolution verte et de l'impact de notre modèle agricole aujourd'hui sur nos sols et sur nos paysans. Alors, vous, Maxime, aujourd'hui, on va en parler un peu plus en détail, peut-être un peu plus tard, mais vous portez donc ce printemps écologique. Donc, c'est un acte extrêmement engagé. Comment on devient créateur d'un nouveau syndicat et en l'occurrence, un syndicat qui révolutionne quand même le paysage syndical? Alors, c'est à la fois peut-être déterminé par mon parcours, par mon chemin, et puis c'est un hasard aussi, hein, c'est les rencontres, c'est les timings. Je le précise aussi, puisque moi je viens aussi du monde rural à l'origine. Ma famille est plutôt originaire de la région lyonnaise, et donc c'est une région très paysanne, le monde de l'agriculture, de la sylviculture. Et donc évidemment, ça m'a, je pense, influencé. J'ai grandi avec vos vaches et cochons avant d'arriver dans les grandes villes à Paris. J'ai fait moi-même mes études à Sciences Po, donc ça fait beaucoup, mais d'endogamie, tout ça. Mais je suis arrivé avec cette idée que l'engagement, notamment l'engagement sur le terrain politique, hein, quel qu'il soit, social, économique, pouvait changer des choses. Parce que j'ai eu des exemples, j'ai eu un grand-père qui était maire, qui était très engagé localement et qui a réussi à faire de belles choses. Donc j'avais, quand je suis arrivé à Paris, cette idée que l'engagement pouvait produire des résultats. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette université qui donne des clés ou des éléments pour y parvenir. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, j'ai travaillé, je suis entré dans la vie active. J'ai travaillé plutôt dans les ressources humaines, dans des cabinets de conseil qui étaient spécialisés sur le secteur public, donc tous les grands chantiers de transformation, des ministères, des universités, beaucoup. Et j'ai réalisé qu'il y avait énormément de dégâts sociaux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une transformation d'une organisation impliquait
tout un tas de sacrifices humains. Et moi, je me suis retrouvé à 23 ans dans des univers comme ça. Donc, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur la question sociale. À ce moment-là, je ne me suis pas engagé sur ce champ-là. Je me suis plutôt orienté vers les ressources humaines traditionnelles, c'est-à-dire le recrutement, le design d'organisation, etc. Avant de faire un job out complet, c'est-à-dire de me dire, OK, j'ai besoin d'une pause. Ça fait 2-3 ans dans ces environnements sous pression et j'ai eu la chance, là aussi, hein, c'est privilégié. Tout le monde n'a pas cette chance de me dire, je vais partir à l'autre bout du monde, en Chine et au Tibet, et je vais aller m'ouvrir à de nouvelles cultures, réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai vécu pendant 3-4 ans. J'ai vécu en Italie aussi, à Rome. Et puis, je suis rentré avec la ferme intention de m'engager sur ce terrain du travail, considérant que le travail était au cœur des relations sociales et économiques et que le choix des formes du travail portait en lui une vision, un projet de société et que l'orientation qu'on donne collectivement au travail a un impact politique énorme. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans la société puisque progressivement, le travail est devenu un moyen, en fait, un moyen d'accéder à des richesses, un moyen d'accéder à un statut économique, social. Et on oublie que le travail en soi, c'est aussi une vision, c'est un projet de société, c'est quelque chose qu'on construit collectivement. Donc, je suis rentré dans ce sujet-là, j'ai un petit peu, en tant que professionnel de ressources humaines, j'ai travaillé dans une société qui s'intéresse à ces questions. Et puis, 2015, les attentats de Paris m'ont vraiment mis une gifle, c'est-à-dire que j'ai réalisé que les questions écologiques pouvaient avoir des implications qui prenaient toutes les formes. Donc moi, j'ai vécu les attentats de 2015 comme un problème écologique. Alors, c'est assez difficile de l'expliquer parfois, mais grosso modo, si je fais très très rapide, moi j'ai considéré que les problèmes sociaux, religieux, géopolitiques qui sont liés aux attentats, à l'islamisme, au terrorisme mondial, etc., étaient en réalité liés à une économie mondiale qui tournait autour du pétrole et donc du Moyen-Orient. Et donc, tout un tas de problèmes par répercussions successives naissaient du fait que aujourd'hui, la planète entière est tournée vers une ressource rare et extrêmement précieuse et tous les coups sont permis pour l'accaparer, c'est le pétrole. Et donc, je me suis dit, résoudre la question du pétrole, c'est résoudre aussi des questions du financement du terrorisme international, la question de l'extractivisme et d'une économie qui va extraire les ressources le plus possible. Et donc, à ce moment-là, je me suis engagé sur la voie écologie. Et puis, alors ça, c'était il y a 5 ans. Et donc, depuis 5 ans, j'ai fait vivre mon engagement sur la question du travail, des mutations du travail, c'est ce que j'enseigne à Sciences Po, mon engagement sur la partie écologique, comment est-ce qu'on amène un modèle qui est plus résilient, plus sain. Et en fait, en 2020, ça s'est rejoint sous la forme d'un éco-syndicat, c'est-à-dire l'engagement des transformations par le biais du travail, puisque le dialogue social, c'est vraiment attaquer ce sujet des modèles socio-économiques par le travail et essayer d'engager des transformations profondes des organisations pour aboutir à ce résultat d'un monde plus sain sur le plan écologique aussi. Donc, c'est vraiment relier l'écologique et le social qui a abouti à ce résultat-là. Bon, alors, vous, Camille, comment dire, il y a plein de choses aussi qui se sont un peu rejoints cette année parce que à la fois vous étiez hyper inspiré avec ce texte plaidoyer tourné au milieu des montagnes voilà qui est hyper fort en fait et à la fois on vous a vu aussi prendre la parole face à des chefs d'entreprise à l'université du MEDEF. Un peu comme incarnant finalement ouais, cette jeunesse qui a envie d'autre chose, qui n'a plus envie des valeurs qui étaient peut-être promues par le passé. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette vision? C'est-à-dire, il est où en fait le gap? C'est-à-dire, qu'est-ce qui profondément change selon vous par rapport peut-être à une certaine génération et des jeunes voilà, qui ont la vingtaine, qui vivent en 2020 et qui sont face à plein de défis? Est-ce qu'on peut poser un petit peu ça juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans votre génération?
Oui, Ouais. voilà. Non, donc, il y a deux choses. C'est que la première, c'est que je peux être porte-parole que de moi-même. Par définition, on ne peut pas être porte-parole d'une génération. C'est extrêmement bizarre. Et d'ailleurs, bon, beaucoup de médias disent ça, mais enfin, en soi, non. J'ai mes idées que je porte et je trouve qu'elles sont partagées par certains, par des plus vieux, et puis qu'elles ne seront pas partagées par des plus jeunes. Et qu'on a beaucoup essayé de faire des théories sur cette jeunesse qui se mobilise, etc., parce que ça simplifie la compréhension. Et je suis d'accord qu'une société qui se révolte un peu de partout, qui fourmille avec plein d'idées, plein de choses, on a besoin à un moment donné pour l'appréhender, c'est la catégoriser. Il se trouve qu'il y a des jeunes sur qui on a braqué des projecteurs, on parle des marches pour le climat, etc. Et donc ça a été un truc un peu structuré, mais que déjà il n'y a pas du tout qu'une seule jeunesse. Il y avait un sondage Opinionway, donc il se trouve qui a été réalisé sur pas un très gros échantillon, mais qui montrait quand même qu'il y a un quart, 34% pardon, des 18-34 ans qui étaient thémato-sceptiques. Donc c'est énorme. Plus que dans le reste de la population. Donc en fait, on ne peut pas dire que ça y est, la jeunesse est au courant. En réalité, non. En réalité, il y a toute une partie de la jeunesse qui est encore absolument très très loin d'avoir saisi les enjeux. Et à l'inverse, il y a des groupes qui s'appellent Grandfather for Climate qui sont hyper drôles, qui sont géniaux et qui se bougent aussi beaucoup. Et il y a des militants. En fait, on se rend compte aussi dans le militantisme que c'est surtout pour parler que de la question du militantisme, en fait, je fais en deux temps. Il y a aussi beaucoup de personnes qui agissent dans les groupes locaux sur le terrain, qui sont d'ailleurs plutôt âgées en réalité. Et tout ce qui est des mouvements plutôt nationaux, du lobbying européen, c'est vrai que c'est plutôt des mouvements jeunes, mais quand vous allez vous battre pour qu'il n'y ait pas, je sais pas, une centrale à charbon dans tel endroit, ou qu'on arrête de déforester un bout de forêt, souvent en réalité c'est des personnes plutôt âgées qui font vivre ces groupes d'activisme depuis un moment. Après, il faut se rendre compte que pour moi, être activiste, c'est juste un rapport au monde. Et que donc, quelque part, nous, ce qu'on fait, c'est juste une des manières de faire. C'est-à-dire, par un hasard un peu fou, il se trouve que quand je parle parfois, ça plaît aux gens, bon, bah, donc moi, j'utilise ça. Mais par ailleurs, il y a des gens à l'intérieur des institutions qui sont extrêmement ambitieux et qui essaient de pousser à fond en interne, pour moi, parce que c'est des gens que je respecte beaucoup, qui sont aussi activistes, à l'intérieur des entreprises aussi. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, mais il se trouve qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont coincés un peu avec leurs actionnaires, mais qui, quand je rencontre en off des caméras, je me rends compte qu'ils sont extrêmement ambitieux et qui, pareil, œuvrent largement à faire en sorte que l'histoire se dévie dans le bon sens. Donc, je pense qu'on a essayé beaucoup de résumer un petit peu ce conflit, un conflit de génération, parce que c'est facile. Et moi, je me suis fait énormément critiquer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, suite à un truc à France Inter, à la matinale avec Léa Salamé, en disant, parce qu'elle m'avait posé la question, Léa Salamé, qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2020 ? Et je trouve que j'avais dit que c'était difficile d'avoir 20 ans en 2020 parce que c'était grandir dans un monde où, en fait, la possibilité même d'un demain est incertaine. Et que donc, en fait, c'était une crise un peu existentielle qu'on avait, parce qu'en soi, dans toutes les générations, on a quand même dû faire face. Il y a toujours eu cette crise existentielle de pourquoi la vie, etc. Et que nous, on n'a même pas le temps de se la poser, parce que la possibilité même d'une existence est incertaine. Je disais aussi, et donc ça, c'est important de rappeler, qu'en réalité, chaque génération a eu à faire face à des défis, que ce soit des guerres mondiales, que ce soit des pandémies, que ce soit mais on n'est pas là pour faire le combat de qui a eu la vie la plus merdique. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se dise très bien, merci aux plus âgés d'avoir répondu aux défis de leur temps. Et par exemple, en prenant l'exemple de l'agriculture, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles je suis là, hein, d'avoir mis l'agriculture intensive à un moment donné. Ça répondait à court terme à l'idée de dire on essaie de nourrir la population rapidement. Il se trouve que maintenant on se rend compte avec le recul, on le savait pour certains déjà avant, mais que ça a des conséquences sur le vivant et que ça va presque à l'encontre de ce qu'on voulait faire au début. Donc il faut juste avoir l'humilité et l'intelligence de reconnaître quand un modèle qu'on a défendu un certain temps ne répond plus aux besoins de notre temps d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est ça qui est en jeu et que nous, notre génération a quand même, je finirai là-dessus, pas être trop longue, cette chance de être un petit peu moins attaché peut-être à cette histoire-là et à ces valeurs-là. Et c'est plus facile pour nous de nous rendre compte que ce récit capitaliste de croissance, etc., qui érige le travail comme une valeur incroyable, la réussite économique par le PIB, en fait que c'est un récit, justement. Et que c'est une histoire qu'on s'est racontée. Et qu'il n'y a rien de performatif. C'est-à-dire que si l'économie est basée sur la confiance, si on décide de dire que ce billet de 10 € ne vaut plus 10 €, il ne vaut plus 10 €. À l'inverse, il y a des réalités derrière biologiques, chimiques, physiques, qui sont des limites planétaires, qui sont de la fonte des glaces, qui sont qu'en fait, ça, c'est concret, ça se passe. S'il y a du CO2 et s'il y en a trop dans l'air, nous, on ne peut plus respirer. Enfin, c'est simple quand même. Et donc, en fait, je crois que cette jeunesse est peut-être moins attachée parce qu'elle n'a pas grandi encore assez dans ce récit-là, à ce récit, et donc il y a peut-être plus de capacité à s'en détacher et en imaginer un nouveau. C'est la seule différence que je vois réellement
entre ces générations. Mais j'invite donc toutes les générations à nous rejoindre et je respecte énormément ceux qui sont battus pour les droits des femmes avant, pour les droits de plein de gens. Mhm. Alors Maxime, si on prend le parallèle avec le syndicat, les syndicats qui existent déjà et celui que vous vous apprêtez donc à créer, enfin la fédération, hein, c'est un peu de syndicats qui s'apprêtent à arriver dans les entreprises. C'est quoi profondément la différence du printemps écologique par rapport à des syndicats traditionnels? Qu'est-ce que c'est un éco-syndicat? Alors, il y a des différences avec les syndicats traditionnels, il y a également des points communs. Euh, Comme les syndicats traditionnels, le printemps écologique consiste à rassembler les salariés de tout secteur, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans des petites, dans des moyennes, dans des grandes entreprises, et de créer un système de représentation. Donc l'idée, c'est que dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire que vous avez les différentes parties prenantes d'une société, d'une organisation publique ou privée, qui vont discuter des orientations stratégiques ou d'éléments extrêmement quotidiens de l'activité d'une entreprise, vous avez un système de dialogue entre les représentants des salariés, les dirigeants, les représentants des dirigeants, etc. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Donc, le but du printemps écologique est de créer un système de représentation. Aujourd'hui, en France, donc la France est le pays qui est le plus mal représenté en Europe sur la question du dialogue social, puisque environ 11% des salariés du privé seulement sont adhérents d'un syndicat. Pardon, 7% des salariés du privé et environ 11% des salariés et des agents publics, donc l'intégralité des salariés français du public et du privé. Donc c'est très peu. Ce qui veut dire que vous avez presque 90 ou 85% des Français qui aujourd'hui ne sont pas engagés dans le système de représentation que permet le dialogue social. Donc le printemps écologique vise à aller engager les salariés qui aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, parfois faites de préjugés, d'erreurs, ne s'engagent pas dans les syndicats traditionnels, et parce qu'ils ont chevillé au corps à la fois cette conscience d'un impératif écologique, ils ont également l'espoir que les choses puissent se transformer par le biais du dialogue social, c'est-à-dire par le biais du travail et par la transformation des organisations, et croient en la capacité au dialogue social de provoquer des changements. Et ça passe par activer ce qui existe déjà. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de mécanismes qui ne sont pas du tout utilisés dans le cadre de la représentation des salariés dans les entreprises, des négociations possibles. Vous avez des dizaines, 30 000 accords collectifs chaque année en France. Donc, il y a quand même des choses qui se passent et qui se construisent. Par contre, nous, on pense que ces accords collectifs et ce dialogue social, il doit élargir son champ pour que les questions écologiques rentrent dans le dialogue social. Donc, il ne s'agit pas de faire un syndicat qui ne va traiter que les questions écologiques à part du reste des questions sociales. Non, il s'agit d'intégrer la question écologique dans la question sociale, parce que nous, on pense que déclencher une transition concrète, des modèles d'organisation sur les questions d'alimentation, sur les questions de mobilité, sur des questions de consommation énergétique, de bilan carbone, etc., ça implique une métamorphose sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a des emplois qui vont disparaître, il y a des emplois qui vont se créer. Vous avez le progrès social qui va être financé différemment dans un système nouveau. Vous avez la question de la consommation, de la production, de la sobriété qui rentre en jeu. Et donc la question écologique est une question sociale. Donc aujourd'hui, on rassemble tous ceux, d'ailleurs sur tout le territoire français, donc ça c'est une très bonne nouvelle depuis notre lancement cette année. Grosso modo, on s'est lancé cet été. On a une dizaine de syndicats qui se sont créés dans différents secteurs, le secteur des services, par exemple du numérique, mais aussi des secteurs d'industrie lourde comme la métallurgie, la sidérurgie, dans l'automobile, dans l'aviation. Des salariés qui s'engagent de tous âges et depuis des ouvriers, des professions intermédiaires et des cadres. On a un petit peu de tout le monde. Et ces personnes-là se disent on peut changer les choses en créant un système de représentation, en allant négocier à l'intérieur des organisations. Donc, c'est à la fois différent des syndicats traditionnels, puisqu'on veut aller sur de nouveaux champs, mais en même temps, c'est la même chose, puisque c'est s'appuyer sur la réalité du dialogue social, créer un système de représentation et aller négocier le changement, c'est-à-dire provoquer le changement par la négociation plutôt.
Mhm. Et en quoi le fait d'amener ces valeurs écologiques au sein de l'entreprise, hein, sur ce terrain du dialogue social, ça peut aussi faire avancer le social? C'est-à-dire comment, parce que parfois, il y en a certaines personnes qui peuvent opposer social, écologie. Pour vous, les deux enjeux sont profondément liés, c'est ça? Ils sont profondément liés, en fait, ils sont même indissociables, ils sont solidaires. C'est-à-dire que si vous faites un grand choix, prenons un exemple tout simple, vous prenez une société qui emploie 200 000 employés, je prends le cas d'une grande entreprise, mais c'est valable aussi pour une toute petite PME. Mais prenons une entreprise qui a 200 000 employés, qui va décider de faire un choix technologique radical. Par exemple, on emploie cette technologie polluante qui a des dégâts énormes sur la biodiversité, sur les nappes phréatiques, peu importe. Et je décide de changer cette technologie et de choisir une technologie beaucoup plus propre, qui permet un modèle d'organisation beaucoup plus pérenne, beaucoup plus viable et qui permet de développer des relations saines avec les territoires. Bon, entre l'intention et la réalité, vous avez toute une autre réalité qui vient se superposer ou se mêler, c'est la réalité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 10 000, 15 000, 30 000 emplois de cette entreprise qui sont liés à cette technologie sale, entre guillemets. Donc, opérer une transition écologique, ça passe par une question sociale. Ça passe par engager les salariés, ça passe par développer la formation professionnelle qu'il faut, ça passe par à la fois prendre son temps, parce qu'on ne peut pas non plus tout jeter par la fenêtre, parce que ce sont des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois, mais en même temps, il faut aussi anticiper. Donc anticiper en parlant aux salariés, en disant, voilà, dans 5 ans, on va faire disparaître tel ou tel emploi parce que c'est plus possible, parce que ça ne tient plus, parce qu'il faut changer. En revanche, on va vous aider, on va vous préparer, on va vous former, on va vous accompagner. Si on reste dans le déni ou dans le tabou ou dans l'aveuglement sur les réalités sociales qui sont liées au choix écologique, bah, on ne fait rien. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Il y a une forme d'immobilisme politique déjà, parce que du coup, déclencher une vraie transition écologique, ça implique des dégâts sociaux. Donc la plupart des dirigeants politiques aujourd'hui n'osent pas la déclencher pour cette raison. Et à l'inverse, pour des questions purement, on va dire, technologiques ou économiques, on choisit de ne pas avancer. Donc aujourd'hui, on est sur un immobilisme et pour nous, une des manières de déclencher vraiment une transition réelle, c'est de réunir le social et l'écologique et en fait le technologique aussi, qui forme une forme de triptyque. Et c'est sur ces trois sujets-là que nous, on va bâtir nos revendications et essayer de déclencher dans les 2 prochaines années un travail pour savoir où appuyer avec nos représentants. Et puis, dans 6 ans, dans 7 ans, on espère être suffisamment représenté dans les entreprises pour pouvoir vraiment signer des accords collectifs qui déclenchent le changement. Alors là, je rebondis parce qu'il y a justement une question assez pertinente, hein, un internaute qui nous demande comment faire pour justement défendre la fermeture d'entreprises pour des raisons écologiques. Parce qu'effectivement, vous le disiez, hein, la transition ne se fera peut-être pas sans comment dire, destruction de certains emplois. Donc, c'est pas forcément très facile d'accepter cette destruction d'emplois. Donc, pour vous, ce que vous dites, ce que vous disiez déjà, hein, c'est que il y a vraiment cette transition, il faut l'accompagner. Et un syndicat, ça peut être un partenaire pour l'entreprise pour préparer le terrain, c'est ça? Je dirais même que ça peut, ça doit. Et c'est déjà le cas. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, pour des raisons à la fois de complexité et de manque de volontarisme, on ne prend pas tous les paramètres en compte. Donc aujourd'hui, soit vous avez quelqu'un, un dirigeant d'entreprise qui va décider de fermer tel ou tel site parce que c'est un impératif économique et ça provoque des dégâts sociaux. Moi, j'ai encore pas vu ça n'est pas arrivé. Une entreprise qui détruit des emplois en disant c'est au nom de l'écologie. Ça n'est pas arrivé. En fait, ça ne tient pas. Simplement, en effet, demain, si vous avez des industries extrêmement polluantes, dans le biochimique, etc., il existe des moyens de créer des emplois propres. Donc, une entreprise qui est très sale, nous, on va leur conseiller de développer des activités qui sont beaucoup moins sales, voire qui sont propres et qui sont bénéfiques pour nos écosystèmes, et donc de recréer de l'emploi. Et puis, il y a aussi la question de la relocalisation. Une vision qui combine une forme de rationalité sociale, écologique et technologique, ce n'est pas un système qui détruit de l'emploi. C'est un système qui en détruit certains et qui en crée d'autres. Et donc aujourd'hui, si on estime qu'une entreprise décide de s'engager vraiment dans la voie
de la raison écologique. Ça veut dire relocalisation. Donc, ça veut dire que toutes les activités qui sont dans les autres pays européens ou ailleurs dans le monde, on les ramène en France, sur le territoire. Donc, ça crée de l'emploi. Donc, si vous voulez, il y a en effet des choix à faire, des arbitrages, mais c'est ce qu'on demande à tout dirigeant et c'est ce qu'on demande à tous ceux qui ont aujourd'hui les moyens de le faire, d'arbitrer et de transformer. Simplement, il faut anticiper, faire les choses de façon graduelle, régulière, déterminée. Et ça, c'est pas facile de le faire seul. Un dirigeant qui veut le faire seul, il n'y arrivera pas. De la même manière, les salariés seuls qui veulent essayer de le provoquer, ils ne le provoqueront pas. Donc, il faut vraiment créer un dialogue et regarder les choses en face. Alors, Camille, je rebondis parce qu'on parlait tout à l'heure un peu du déni. Et quelque part, quand on revoit cette vidéo où vous êtes donc face au chef d'entreprise pendant cette université du MEDEF et que vous parlez de décroissance et qu'en face, il y a finalement pas des rires, voire limite un peu de mépris sur ce que vous dites. Ils sont vraiment dans le déni, les chefs d'entreprise, en tout cas ceux que vous avez pu rencontrer, parce que du coup, ça vous a ouvert la porte de pas mal de tables rondes avec le secteur économique. Ceux que vous avez rencontrés, ils sont vraiment dans un total déni ou est-ce qu'il y a vraiment quand même la conscience qui commence à arriver? C'est comme la jeunesse, on ne peut pas faire des grandes théories sur comme si des chefs d'entreprise, parce qu'en fait on oublie qu'on scinde beaucoup la société en des groupes, alors qu'en réalité un chef d'entreprise c'est aussi un père de famille, je dis un père parce que souvent c'est quand même des hommes, parce que et les employés sont aussi par ailleurs des citoyens qui votent pour des présidents. En fait voilà, on est à la fois un consommateur, à la fois un citoyen, à la fois un travailleur, donc on ne peut pas en fait scinder comme ça autant la population et voir ça. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas qu'une seule jeunesse, il n'y a pas qu'un seul type de chef d'entreprise, heureusement, et qu'il y en a qui sont extrêmement ambitieux. Maintenant, il y a toute une partie pour moi, et c'est souvent la même chose, il y a je dirais deux grosses catégories de raisons pour moi de l'inaction, de ce que j'ai pu rencontrer. La première, c'est que ce soit des classes dirigeantes politiques ou économiques, c'est que la croyance dans la capacité de l'homme à progresser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée extrêmement forte que la technologie sauvera le monde, en gros. Qu'on va être capable de faire des avions qui vont voler avec de l'eau de pluie dans 10 ans. Enfin voilà, vraiment cette idée de dire, en fait, ça va aller parce que alors que là, pour moi, c'est extrêmement problématique, c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, c'est justement ce rapport de domination et de supériorité qu'on a sur le reste de l'écosystème de la biosphère qu'il faut changer parce que c'est celui qui est responsable du mal écologique et aussi du mal social. C'est ce rapport de domination qu'on a des plus riches sur les plus précaires, des hommes sur les femmes, des majorités sur les minorités. Donc, en fait, c'est juste reproduire ce rapport de domination. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Et le deuxième, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si il faut quand même continuer et je suis vraiment partante à essayer de développer des solutions innovantes, etc. Bien sûr, toujours est-il qu'on a aussi un impératif de temps qui est celui de l'urgence, qui est celui d'un budget carbone en 2027, qui est celui de même aujourd'hui, il y a déjà des gens qui meurent de ces conséquences du réchauffement climatique. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de dire on va lancer de la recherche et développement et on verra dans 20 ans ce que ça donne. Donc pour moi, c'est ça les gros trucs. Il y a d'un côté ce truc-là et de l'autre côté, il y a tout un tas, donc ça c'est des excuses qu'on se trouve, et il y a tout un tas de la classe dirigeante qui n'a réellement pas conscience. Et moi, c'est assez choquant, mais ça m'arrive souvent d'apprendre des choses à des personnes qui sont extrêmement placées et qui ont dans leurs mains des manettes de pouvoir assez fortes. Et c'est flippant parce que j'ai 22 ans, j'ai absolument pas la science infuse, je fais juste l'effort de me renseigner sur le sujet parce qu'en tant que vivant dans un monde qui se meurt, pour moi, quand on peut avoir ce privilège de dégager du temps pour s'enseigner, c'est quand même un de nos devoirs principaux. Principal. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment toute une partie de cette population dirigeante qui n'a réellement pas conscience de l'urgence et à qui on est en train d'apprendre et de passer du temps à essayer de vulgariser en disant, bah, vous savez, en vrai, quand même, là, c'est pas juste un petit hobby du dimanche ou un truc de jeunes qui veulent louper l'école le vendredi. Et on parle quand même de millions de personnes qui vont être et qui sont déjà réfugiés climatiques, de personnes qui meurent déjà de la montée, enfin qui sont déjà obligées de quitter leur maison de la montée des eaux, de 50 000 personnes qui meurent déjà en France chaque année de la pollution de l'air. Donc en fait, l'ennemi n'est pas invisible, c'est juste qu'on refuse de le voir. Et donc c'est important de faire cet effort de formation. Et honnêtement, ça ne prend pas non plus extrêmement longtemps. Enfin, et bien sûr, si on veut chercher à comprendre toute la complexité du problème de la 6e extinction de masse et du changement climatique, c'est une science, donc c'est difficile. Mais toujours est-il que les scientifiques font des efforts considérables pour essayer de vulgariser,
pour essayer de rendre ça accessible, pour se mettre à disposition de toutes ces personnes qui ont envie d'apprendre pour essayer d'influencer des décisions dans telle ou telle direction. Donc je pense que quand même, au fond, voilà, c'est plutôt une question de volonté qu'une question de manque de temps ou de manque de moyens. Voilà, je pense que je résumerais comme ça. Pour moi, c'est pas tant un déni, c'est plutôt se cacher derrière des excuses qui n'en sont pas vraiment, ou un manque total d'informations qui est assez flippant. Et puis oui, il y a une toute petite partie qui aussi a des intérêts bien gardés, évidemment, et pour qui ça embête, en fait, de changer ça, parce qu'on vient taper dans un vieux monde où, en fait, ils sont assis sur le trône. Donc c'est embêtant pour eux quand même qu'on aille titiller comme ça ce château de cartes qui est extrêmement fragile, et qu'on aille une à une tirer les petites cartes, même si on le fait d'en bas, ils se rendent compte que c'est en train de bouger. Et ça les énerve beaucoup, parce qu'ils ont de la chance de faire partie de ceux qui profitent de ce système. C'est en effet aussi un pourcentage de cette classe dirigeante qui est dans cette position, à mon avis. En tout cas, de ceux que j'ai pu rencontrer. Alors Maxime, là, sur les raisons de l'inaction finalement du monde de l'entreprise, peut-être pas assez, un peu timide par rapport aux enjeux. C'est quoi votre analyse à vous? Alors là, il y a tout un faisceau de raisons en réalité. Il y en a un grand nombre. Celle sur laquelle on décide d'insister peut-être avec notre initiative, c'est que aujourd'hui, on se retrouve avec des dirigeants qui n'ont pas envie de provoquer ce changement parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup à perdre. Voilà. Ensuite, vous avez des dirigeants qui veulent provoquer le changement, ou en tout cas un changement modéré, et qui mettent en place dans leurs organisations ce qu'on appelle la RSE, ou le développement durable. Vous avez tout un tas de termes comme ça qui existent depuis 20 ans et qui déclenchent une prise de conscience dans les organisations. Simplement, ça ne va pas assez vite. Ça va pas assez vite, ça ne transforme pas les choses suffisamment en profondeur, et c'est une dynamique qui vient d'en haut. C'est-à-dire que c'est une dynamique vraiment qui est, pour reprendre un anglicisme, qui est top-down. C'est on va octroyer ce budget, souvent petit, très petit, à ces services. Ils vont mener telle ou telle opération, parfois très importante, très belle, très utile, sur un petit périmètre souvent. Ça va en plus permettre d'améliorer l'image de marque employeur, etc. Donc, il y a quand même des petits bénéfices. Et voilà. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une transformation de l'ampleur attendue, c'est-à-dire que là, ce dont on est en train de parler, c'est une transition de modèle qui est aussi importante que celle qu'on a vécue au 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment déployer une métamorphose extrêmement profonde. Elle ne pourra pas avoir lieu de façon verticale, comme ça, top-down. Elle ne pourra avoir lieu que si toutes les parties prenantes des organisations, internes, les parties prenantes internes et les parties prenantes externes, s'engagent toutes dans cette voie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut engager les salariés. Aujourd'hui, on a 70%, les chiffres le montrent, 70% des salariés français qui souhaitent en faire plus dans leur entreprise pour la transition écologique, et ils n'y arrivent pas. Donc, ça veut dire que vous avez cette attente de la base, une attente qui est forte, qui n'arrive pas à rencontrer les mécanismes susceptibles de vraiment transformer les choses. Donc, pour nous, une des raisons, en tout cas de l'inefficacité des mesures depuis 20 ans, c'est le fait que toutes les parties prenantes en réalité ne sont pas engagées, parce que parfois on ne le souhaite pas, ou parce qu'on n'arrive pas encore à bien faire se rencontrer les énergies. Donc, engager les dirigeants, déjà, premier pas, engager les salariés, toutes les parties prenantes, engager les actionnaires. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont complexes. Vous n'avez plus seulement le patron dirigeant qui décide de tout. Vous avez des intérêts qui sont au-dessus, qui sont liés à la financiarisation du monde, etc. Vous avez des actionnaires qui sont très puissants. Et puis, vous avez la société civile, c'est-à-dire tout le reste de la société. Donc aujourd'hui, une organisation, si elle veut déclencher vraiment une transition profonde, efficace, rapide, il faut qu'elle engage toutes les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de son organisation. Et je pense que c'est une des raisons du fait que ça n'avance pas suffisamment vite. C'est parce qu'on n'a pas vraiment déclenché l'ensemble des rouages
pour accélérer les choses. Alors là, on a deux questions hein, pour vous, justement, parce qu'il y a vraiment peut-être un petit peu de… Voilà, on se demande comment vous allez y arriver avec ce nouveau syndicat, puisqu'il y a une personne qui vous demande, voilà, il y aura des élections pro, des listes à présenter. Concrètement, comment vous allez vous y prendre avec le printemps écologique? Et puis, il y a une autre question. Finalement, pourquoi vous créez un nouveau syndicat? Est-ce qu'il ne fallait pas prendre ceux qui existaient, les renforcer et voilà, rentrer comme ça dans l'entreprise avec les syndicats traditionnels? Pourquoi fallait-il en créer un nouveau, quoi? Donc, il y a un petit peu de doute sur le… Je ne sais pas si c'est du doute, hein, on n'a pas la personne avec nous, mais voilà, je crois qu'il y a des questions sur concrètement comment vous allez faire et pourquoi c'était si nécessaire de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. C'est évidemment, je ne vais pas détailler exactement tout notre plan de route sur les 10 prochaines années, parce que c'est ce qu'on a fait. On a vraiment essayé de construire quelque chose de long terme, puisqu'on est au tout démarrage de quelque chose qui, on l'espère, va s'étendre sur des années, puisqu'en effet, ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais on veut le déclencher dès maintenant. Alors, comment on va faire? Eh bien, vraiment, on va suivre le parcours classique de la création d'un syndicat, c'est-à-dire qu'en gros, pendant 2 ans, on n'a pas la possibilité de nous présenter au premier tour des élections professionnelles comme le peuvent les 5 grands syndicats représentatifs au niveau national. Donc pendant 2 ans, on crée les syndicats dans tous les secteurs pour essayer de couvrir l'intégralité des secteurs du public et du privé en France. Et puis ensuite, on crée des communautés dans les entreprises, dans un maximum d'entreprises. Dans 2 ans, ça tombe bien, enfin c'est un peu fait exprès, dans 2 ans et dans 3 ans, vous allez avoir énormément d'élections professionnelles. C'est-à-dire que près de 80% du million d'entreprises qui ont plus de 11 salariés vont organiser leurs élections professionnelles en 2022 et en 2023. Donc nous, à ce moment-là, on aura nos 2 ans d'ancienneté qui vont nous ouvrir un certain nombre de portes et nous laisser la possibilité de présenter des listes au premier tour des élections professionnelles, comme le font la plupart des syndicats traditionnels. Et donc à partir de ce moment-là, on aura des élus. Si on obtient un certain nombre de suffrages, en gros, le chiffre à retenir, c'est 8%. Si dans une entreprise, on obtient 8% des suffrages, donc par exemple une entreprise de 100 personnes, vous avez 100 personnes qui votent pour élire leurs représentants, si on en obtient 8%, eh bien, on devient représentatif dans l'entreprise. Être représentatif dans l'entreprise, ça veut dire qu'on a la possibilité de soumettre des accords aux dirigeants, d'engager des coalitions avec les autres syndicats et de déclencher des transformations au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, c'est-à-dire au niveau d'un secteur professionnel, métallurgie ou agriculture ou éducation nationale pour le public, par exemple, et ensuite au niveau national. Donc en fait, vous avez, c'est mécanique, en fait, hein, c'est très quantitatif, et ça passe par quoi? Ça passe par un engagement des salariés dans un maximum d'organisations. Donc en fait, c'est à la fois très compliqué et très long, parce qu'il va falloir entrer dans des centaines de milliers d'organisations progressivement, année après année, mais en même temps, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'engager dans le cadre de son travail, de voir quand a lieu la date des élections professionnelles dans son entreprise et se dire, si moi j'ai 2-3 collègues qui sont intéressés pour aller représenter cet impératif dans le cadre de mon entreprise, et moi je m'engage et je vais représenter les autres salariés qui n'ont peut-être pas le temps, l'énergie ou l'envie de le faire, mais on crée un système de représentation et on peut déclencher des accords. Donc la manière de faire, elle est très simple et elle est très compliquée parce que c'est un volume immense. Pour la question suivante qui consistait à dire pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça chez les syndicats qui existent déjà? Alors, en fait, on essaye au maximum de leur parler. Donc, nous, on est très, très ouverts à la discussion, à la construction de tout un tas de manières de collaborer avec les syndicats traditionnels. Pour l'instant, on n'est pas suffisamment gros pour qu'ils ne reçoivent en grande pompe, mais peut-être qu'un jour, si on représente vraiment suffisamment de personnes, ce sera le cas. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on décide de créer une offre nouvelle? Pour 2 raisons. Déjà parce que nous, une de nos raisons d'être, c'est d'élargir le champ des négociations collectives, c'est-à-dire d'amener de nouveaux sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui par les syndicats et qui ne l'ont jamais été en fait, depuis 125 ans, c'est-à-dire depuis la création de la CGT et des premiers syndicats en France. Ils ne l'ont pas fait parce que ça ne faisait pas partie de leur périmètre, de leur esprit. Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Les syndicats sont en train de verdir leur action et d'essayer d'intégrer la question environnementale, c'est plutôt appelé comme ça dans leur discours, question environnementale dans toute la série de champs sur lesquels ils s'engagent. Simplement, ce qu'on a constaté, et ça vraiment c'est du terrain, parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet, donc on a parlé à des gens de différentes
catégories socio-professionnelles dans différents territoires et sur différents métiers. C'est qu'aujourd'hui, en France, c'est un cas particulier, les syndicats ont on va dire, un historique extrêmement lourd, extrêmement fort. Et donc, vous avez un nombre de préjugés, des choses fausses d'ailleurs, que les gens croient sur les syndicats, qui font qu'aujourd'hui, 93% des salariés se disent « je ne vais pas aller m'engager dans un syndicat ». Alors, vous avez des choses qui sont fausses, vous avez des choses qui sont vraies aussi. Ce sont des systèmes qui sont très verticaux, hérités vraiment des organisations du XXe siècle, très masculines aussi. Vous avez beaucoup d'hommes dans les syndicats, c'est plutôt hérité de l'histoire, le XIXe siècle, le culte de la force physique, de la pénibilité, etc., etc. Donc, vous avez toute une histoire qui fait qu'aujourd'hui, la très, très grande majorité des Français ne se disent pas spontanément « tiens, je vais aller m'engager dans un syndicat pour aller porter ma vision du travail ». Donc, c'est une raison toute simple, en fait. Demain, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 2 ans, si les choses vont très, très vite, si les syndicats actuels nous disent « voilà, on comprend ce que vous voulez faire, on comprend les gens que vous représentez, et on va travailler ensemble ». On est tout à fait ouvert à le faire. Et peut-être que demain, on va se former des coalitions avec les syndicats actuels et puis travailler ensemble. Aujourd'hui, notre objectif numéro 1, c'est d'engager les salariés qui ne sont pas engagés. Et en fait, si on le fait à l'intérieur du syndicat traditionnel, on risque de rester avec les mêmes personnes, entre guillemets, et surtout d'aller parler à ceux qui sont déjà engagés. Nous, on veut parler à ceux qui ne comprennent pas le dialogue social, qui se disent « je n'avais jamais pensé à ça, alors comment ça marche ?» En fait, on a un gros travail de pédagogie qu'on entame qu'on a entamé il y a 6 mois, et c'est plutôt pour ça aussi qu'on crée quelque chose de nouveau. Alors, Camille, je viens vers vous parce qu'il y a aussi des questions autour, on parlait des dirigeants économiques, mais il y a aussi l'inaction des dirigeants politiques. Vous, en tant qu'activiste, quel est votre objectif? On a entendu Maxime qui voilà, il a vraiment une feuille de route par rapport au syndicat. Vous, c'est quoi votre feuille de route? C'est quoi l'objectif de toute l'énergie déployée en ce moment? Quelle question. Au niveau de dirigeants politiques aussi ou uniquement au niveau des entreprises? Oui, je pense un peu globalement, c'est-à-dire que là, vous sensibilisez beaucoup, vous prenez la parole. Voilà, il y a le mouvement aussi, bien sûr, comment dire, on est prêt, tout ça, l'affaire du siècle. Il y a pas mal de choses quand même depuis 2 ans qui se passent, soyons clairs quand même. Ouais. Mais voilà, l'objectif, ça serait quoi en fait? Ça serait l'objectif, il est pluriel. Il y en a, le premier, déjà, c'est simplement qu'on essaie de respecter les accords qu'on s'est nous-mêmes fixés. Donc, c'est-à-dire les accords de Paris. Déjà, ce serait une bonne chose qu'on soit capable de respecter nos propres engagements. J'en parlais sur Europe 1 ce matin en disant que, d'ailleurs, ils ont titré Camille Etienne estime que la France, l'État ne respecte pas ses propres engagements. C'est pas Camille Etienne, c'est le Conseil pour le climat, c'est le scientifique. Moi, je fais que redire, j'invente rien. Je fais que redire ce que les scientifiques disent, c'est-à-dire qu'on s'est nous-mêmes donné des devoirs qu'on n'est pas capable de respecter. Donc, c'est quand même un petit peu dangereux et inquiétant. Donc, déjà, ce serait ça, d'être capable de limiter un réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et pour ça, ça veut dire avoir des objectifs à court terme qui sont à la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'à 2030, on ait des objectifs à la hauteur, à 2050 aussi. On a voté au niveau européen la neutralité, donc français, la neutralité carbone en 2050. Même ça, on n'est pas capable de le respecter pour l'instant. On est sur la mauvaise route en tout cas. Il y a quand même le Conseil d'État qui a dit à la France qu'il lui laissait 3 mois pour qu'il justifie de ses actions climatiques. Et que dès qu'en fait on rentre dans le concret, on se rend compte que par exemple, qu'on est très loin. Il faudrait dès 2030 réduire d'au moins 40% nos émissions pour respecter la neutralité carbone en 2050. C'est ce qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat. Donc 150 citoyens tirés au sort qui ont réfléchi à des mesures très concrètes que la France pourrait mettre en place pour limiter ce réchauffement, pour réduire ses émissions de 40%. Et même ça, en fait, on se rend compte que le gouvernement essaye doucement de détricoter ces mesures, d'en amoindrir certaines, etc. Donc, même quand l'objectif qu'on se donne n'est pas assez ambitieux, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans tous les cas, même 1,5 degré de réchauffement, il y a des millions de morts, on a déjà des conséquences, donc c'est déjà même pas génial dans l'absolu. Donc, même ça, en fait, on n'est même pas capable de le respecter. Si on reste à 1,5 degré, si on se dit super, on fait sur 1,5 degré quand même, il faudrait qu'on soit en neutralité carbone en 2030 pour avoir 6 chances sur 10, donc 66% de chances d'atteindre 5,5 degrés. Donc ça, on l'a déjà balayé d'un revers de main, ce qui est juste
qu'on prenne bien conscience de pourquoi est-ce qu'on nous traite de radical, etc. C'est juste que ces fameux trucs de l'accord de Paris, on a tous eu des larmes aux yeux. Déjà, de base, on a fait une croix dessus. Ok, très bien. On s'est dit neutralité carbone en 2050. Ça me va. Même ça, en réalité, même en le repoussant de 20 ans, on n'est pas capable d'y aller là aujourd'hui. En tout cas, on n'est pas sur la trajectoire. Donc, qu'est-ce qui fait? Ce qui fait qu'en fait, on a des États où nous, on a une trajectoire de 3 à 4 degrés de réchauffement minimum, selon si on est optimiste ou pas du fait que d'un coup, on va se réveiller à fond, on part plus sur 5 à 7 degrés. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça a l'air d'être un truc un peu technique, mais c'est pas juste un pull en plus qu'on met. On parle pas de météo, on parle de climat. Et ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire il y a 22 000 ans, c'était 4 degrés. Et donc, en fait, il y avait de la glace qui recouvrait l'intégralité des pays du Nord. Enfin, il faut se rendre compte qu'en fait, c'est les conséquences, enfin, c'est pas des petits degrés. En fait, il y a des conséquences qui sont énormes derrière sur la nature, les biosphères, les écosystèmes et sur nous. Donc, pour moi, c'est déjà juste d'être capable de respecter ça. Ça, c'est un niveau politique et un petit peu complexe. Et d'après, ma grande feuille de route, c'est aussi d'essayer de réveiller un peu dans chacun ce sentiment-là de sentiment citoyen qui est un petit peu endormi et qui est tombé complètement en désuétude et qui est l'idée d'être capable de s'indigner, de rester tranquille pour les choses un peu plus grandes que nous-mêmes et d'être capable en tant que société, en fait, de se dire de s'intéresser à la chose publique, à la police et de se dire, bon, bah, très bien, police avec un S, en disant, enfin le mot latin, en disant, bah, écoutez, à un moment donné, qu'est-ce qui nous concerne? Comment est-ce qu'en société, on décide d'habiter ensemble? Que ce soit un choix ou une contrainte selon la théorie qu'on choisit, il se trouve qu'on va devoir le faire. Donc, comment est-ce qu'on décide de faire? Quelles règles on se donne? Quelles lignes rouges on décide ensemble de tracer au sol? Et le fait de s'indigner quand on les passe, quand on les dépasse. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est à la fois d'un point de vue international, européen, c'est de respecter nos propres engagements pour être dans une trajectoire de la COP21, ce serait déjà cool. Et après, dans un niveau grand public, c'est aussi être capable, au-delà de juste dire faire des choses dans notre quotidien, c'est vraiment retrouver ce sentiment d'intranquillité et donc être capable aussi dans notre rapport au monde, d'être un peu réveillé et d'utiliser notre cerveau parce que pour moi c'est ça en fait d'être activiste, c'est changer notre rapport au monde et c'est de retrouver dans le cerveau notre capacité à nous indigner, pas comme ça gratuitement pour être contre tout, mais être capable d'être, je trouve le mot intranquille assez joli pour mettre en place cette métamorphose quoi, c'est-à-dire ne pas se laisser endormir par un confort parce que c'est confortable, mais se dire bon bah il y a des choses qui se passent mal aujourd'hui, on décide qu'on le fait et qu'on le fait concrètement. Demain, ça peut être plus joli en fait. C'est aussi ça que j'essaie de montrer, c'est que c'est pas seulement un monde qu'on doit fuir, mais aussi quelque chose vers quoi on peut aller. Et que c'est à nous, en fait, de décider que demain sera plus beau. Ce que font les scientifiques, c'est des prospectives, c'est des trajectoires, c'est des graphiques en fonction de ce qu'on fait nous maintenant. Donc ça dépend complètement de ce qu'on fait nous maintenant. On ne peut pas revenir sur l'histoire, mais le futur, on peut décider de le dévier d'une manière ou d'une autre. Simplement, il faut qu'on soit à la hauteur. Et là, on l'a vu avec le Covid pour finir là-dessus, que en soi, cet argument qu'on nous a toujours donné du c'est compliqué, c'est long, c'est une grosse machine qu'on ne peut pas arrêter, bah, c'est pas si vrai. Parce que d'un coup, là, on a une crise existentielle, enfin pas existentielle, mais on a une crise, une pandémie qui pèse sur des populations, sur les plus précaires d'entre nous. Donc, on prend des mesures. Et heureusement qu'on l'a fait, je veux dire, je suis contente. Mais donc, quand il y a une pandémie qui pèse, qui nous menace, qu'est-ce qu'on fait? On cloue des avions au sol en 24 heures, on est capable de bouleverser l'économie. Il y a des supermarchés qui se mettent à faire que des fruits et des légumes français. Donc, en fait, c'est possible. C'est juste une question de volonté. Et moi, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est qu'on ait cette volonté pour une crise qui, elle, est encore plus grande, encore plus menaçante et encore plus démentielle. Merci beaucoup, Camille. Alors, c'est passé super vite cette heure. On arrive déjà au moment où on va bientôt devoir se séparer. Mais ouais, j'avais envie en conclusion, peut-être revenir sur ce futur désirable, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on ne veut plus, et il faut peut-être mettre des mots sur ce qu'on veut. Donc, à chacun, peut-être pour conclure, ça serait quoi justement ce monde désirable que vous avez envie pour lequel vous vous investissez aujourd'hui, ce futur pour lequel vous vous battez aujourd'hui, ça serait quoi, Maxime, en quelques mots? Ce serait un monde dans lequel ce qu'on considère aujourd'hui comme le moteur de notre société, l'économie, ne soit plus c'est pas peu de choses, mais soit mise au service de la société, du vivant,
et de l'avenir de manière générale. Aujourd'hui, on a un système économique qui n'est pas au service de l'intérêt général. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, elle ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'on a un énorme virage, et j'espère que ce n'est pas un mur, on a un énorme virage en face de nous. Donc moi, le monde que je souhaite, c'est un monde dans lequel l'économie n'est plus toxique. Dans lequel les organisations réussissent à trouver un mode d'organisation qui soit pérenne, qui soit viable, et que chacun des composants de cette économie, notamment les salariés, les travailleurs, les travailleuses, contribue à une économie qui soit plus belle, qui soit régénérative, qui soit saine. Donc voilà, je le dirais simplement comme ça. Camille, pour terminer, juste par rapport à ce futur désirable, dans quel monde vous avez envie de vivre en fait? Ah, belle question. Dans un monde, j'ai envie de dire, je crois que, très honnêtement, sans faire de réponse politique, je crois que c'est juste, il y a une chose il y a deux choses qui me rendent assez folle. C'est l'injustice, la première, qui me révolte depuis toute petite, et puis le fait qu'il y a des gens qui vivent un peu à côté, comme si on avait deux vies, qui vivent un peu à côté de leur vie et qui font toute leur vie un truc qu'ils n'aiment pas, qui râlent, et qui font un job qu'ils n'aiment pas, font un S parce qu'on a dit qu'il fallait faire S, puis après font un stage parce que ça leur plaît, enfin, c'est une bonne opportunité, et c'est comme ça, et après un premier job parce que c'est bien payé, puis on verra après, et en fait qui vivent pour après, et pour moi les deux se retrouvent assez bien parce qu'en fait on ne peut pas se permettre de vivre à côté tout le temps comme ça. Je trouve ça très triste, et en même temps je crois que retrouver un peu de sens dans ce qu'on fait, c'est aussi être capable du coup par ailleurs de s'indigner quand il n'y a pas de sens dans la société, et qu'on trouve à des choses qui sont complètement absurdes, ou des logements vides, et d'à côté, et à côté de ça, on a des migrants qui dorment dans des tentes, et qu'on secoue pour les sortir de ces tentes. Enfin, je veux dire, si dans notre quotidien, on est capable d'être plus ou moins en accord avec et de se respecter soi-même, en fait, respecter ses valeurs, et être capable de dire, voilà, je m'écoute, je crois que du coup, on a aussi peut-être plus la capacité à s'indigner quand derrière des non-sens totales qui ont lieu dans la société. Et je crois qu'en fait, c'est ça, c'est être capable de retrouver ce sens, et du coup, en nous, et donc aussi dans ce monde, et je pense que ça résoudrait pas mal de choses, en tout cas, je l'espère. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps avec nous pour échanger. Donc, on a parlé éco-syndicat. De toute manière, on vous mettra en dessous de cet écran tous les liens vers nos invités, si vous voulez approfondir, en savoir plus sur l'éco-syndicat, enfin le printemps écologique, ou sur ce que propose Camille dans certaines conférences. En tout cas, merci à tous les deux pour cet échange. Merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter. C'est toujours un plaisir de vous proposer ces conférences. Alors, sachez que vous pouvez les retrouver en podcast sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur notre chaîne YouTube, et puis en replay, bien sûr, sur Facebook. Je remercie également nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année pour qu'on puisse organiser ces conférences habituellement, vous le savez, en public. Mais là, voilà, Covid oblige, nous voilà derrière nos écrans, mais vous êtes toujours fidèles au poste, donc ça nous fait très plaisir. Nos partenaires qui sont le Crédit Coopératif, la Mairie de Paris, le groupe UP, Veolia et Accenture. Merci à eux. Encore merci à vous, Camille et Maxime. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.